France 2. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Les risques de marée noire, les opérations de pompage prennent du retard alors que les nappes continuent de dériver vers Belle-Île et l'île-Dieu. Le préfet de Charente-Maritime a été nommé pour coordonner sur terre le plan Polmar. Michel Alliot-Marie présente la nouvelle équipe dirigeante du RPR, 8 femmes sur 23. C'est Adrien Goutheyron, sénateur de la Haute-Loire, qui devient secrétaire général, un homme de rassemblement. Lionel Jospin au Japon vante les mérites de la réussite de l'économie française au moment où tous les indicateurs sont au beau fixe. La disparition de l'alpiniste écrivain Frison Roche à l'âge de 93 ans, celui qui a fait aimer la montagne à 5 générations avec premier de cordée, s'est éteint la nuit dernière. Ses obsèques auront lieu à Chamonix mardi prochain. Ouvrons ce journal avec la situation toujours très complexe et difficilement maîtrisable, plus de 5 jours après le naufrage du pétrolier Erika. Hier, vous le savez, les opérations anti-pollution ont été très peu concluantes, voire inefficaces. Aujourd'hui, on a pris un sérieux retard. Un autre bateau avec des pompes mieux adaptées pourrait n'arriver que cette nuit ou demain matin sur cette zone où se dispersent maintenant des myriades de nappes dérivant vers le sud à 78 km de Belle-Île et à 80 km sud-ouest de l'île-Dieu. Tous les regards se tournent une nouvelle fois vers les prévisions météo pour savoir à quel moment la marée noire touchera les côtes. Jacques Cardoz, Emmanuel Beck. Une évolution inquiétante. Le pétrole se disloque en une myriade de nappes. Elle se situe à 80 km de l'île-Dieu. Information officielle que nous avions pu constater ce matin lors d'un survol de la zone. Le positionnement par satellite nous indiquait alors 51 nautiques, à peine 90 km. Cette pollution se rapproche donc des côtes plus vite que prévu. Le mercredi après-midi, nous étions au sud-ouest de l'île-Dieu pour 100 à 120 km de la côte. Alors qu'hier jeudi, nous étions plein ouest de l'île-Dieu pour 100 km. Et ce matin, vendredi, nous sommes donc à 90 km, légèrement dans le sud-ouest de l'île-Dieu. Une nappe scindée en bulles compactes circulaires. Il devient impossible d'en estimer leur nombre. Certaines sont aussi petites qu'une méduse. D'autres, gonflées par l'eau de mer, sont immergées. Les localiser s'avère impossible. Seul cet avion des douanes équipé de caméras infrarouges peut les détecter. Aujourd'hui, aucune opération n'a été menée. Le Buffle s'est trouvé seul. L'autre navire français, l'Ailette, doit le rejoindre demain matin muni de nouvelles pompes mieux adaptées. Car hier, le produit colmatait ses tuyaux. 2 autres bâtiments français, l'Alcio et le Rari, seront sur zone demain dans la journée. Mais l'arrivée des bâtiments étrangers, elle, est repoussée à dimanche. À Noirmoutier, les conditions météo sont exécrables. Mais plus que le vent, ici, on analyse les courants. On peut craindre une chose, c'est que plus il y aura morcellement de la nappe, effectivement, plus elle se déplacera rapidement. Et donc plus elle sera morcelée, a priori, plus elle sera légère et plus elle sera près de la surface. Et donc plus soumise aux dérives du vent. On s'attend à une pollution éparpillée. Le point d'impact prévu pour le milieu de la semaine est incertain. Selon les différentes prévisions, il se situe entre l'île-Dieu et Biarritz. Le préfet de Charente-Maritime a été nommé cet après-midi pour coordonner sur terre les moyens de défense contre la marée noire sur les 4 départements qui pourraient être touchés. Des informations multiples et contradictoires ont circulé quant à l'intervention des détachements de la sécurité civile en Charente-Maritime, alors que Philippe de Villiers, président du Conseil général de Vendée, tentait d'évaluer les besoins nécessaires en inspectant les plages avec à ses côtés la présence d'un huissier. Philippe de Villiers ne mâchant pas ses mots, accusant directement l'État de n'avoir su parer au risque de ce naufrage annoncé. François Privat. Un survol des côtes vendéennes en hélicoptère pour Louis Pérez, huissier de justice. Le but de sa mission, constater, appareil photo en main, que cette partie du littoral atlantique ne connaît actuellement aucune sorte de pollution. Le constat est fait justement pour apporter la preuve que la situation est tout à fait normale actuellement, par rapport à ce qu'on risque de présenter par la suite. On ne dira pas que Notre-Dame-de-Mont était déjà polluée quand tout est là. Cet après-midi, de nombreux maires vendéens sont venus montrer leur détermination à l'occasion de ce premier constat d'huissier. Ils se souviennent tous du procès de la Moco-Cadiz, au cours duquel de nombreuses communes bretonnes n'ont pu prouver le bon état de leur plage avant la marée noire. C'est une mesure de précaution absolument indispensable quand on sait que les communes bretonnes
on leur a fait le reproche justement de ne pas avoir pu fournir un état des lieux. Sur la plage, un homme en colère, Philippe de Villiers, dans son rôle de président du Conseil général de Vendée. Je suis révolté parce que j'ai entendu le PDG de Total nous expliquer tout va bien, tout s'est bien passé, le bateau était en parfait état, enfin il ne s'est rien passé, quoi. Et Total fait des bénéfices en fin d'année. Et pendant ce temps-là, nous les Vendéens, les Bretons et peut-être les Charentais demain, et on va devoir à la pelle ramasser le goudron. Alors je trouve ça scandaleux. Le département de la Vendée va d'ailleurs se porter partie civile dans la procédure en cours. Chaque jour apporte son lot d'informations, certaines avérées, d'autres parfaitement inexactes. Difficile d'y voir clair dans le déroulement de cette catastrophe. Info ou intox? Comment s'est réellement produit le naufrage? À qui la faute? Quelles sont les questions que l'on est en droit de se poser? La chronologie du naufrage avec Valérie Hermite. La mer est déchaînée. Mais en ce samedi matin 10 décembre, tout va apparemment encore bien pour le pétrolier Erika qui poursuit sa route vers l'Italie, sa destination finale. Vers 14 h, premier problème. Le capitaine lance un message de détresse au CROSS, le centre de secours. Son bateau gîte anormalement. L'Erika change alors de cap. Pour éviter de prendre la mer de face, il se dirige vers Saint-Nazaire. C'est là que le capitaine s'apercevrait que ses ballasts, ses cuves normalement vides, se remplissent d'eau et de fioul. Pourtant, il annulera très vite son premier message de détresse. « J'ai des fissures sur le pont », dit-il, mais je contrôle la situation. Et l'Erika poursuit sa route vers les côtes françaises. Vers 19 h 30, nouveau problème. L'agent du pétrolier demande officiellement au port de Donges-Saint-Nazaire de pouvoir faire une escale. Le commandant du port n'est pour le moins pas favorable à cette solution. Il m'a annoncé qu'il avait des avaries, à savoir de la gîte et des fissures et qu'il perdait de la cargaison. J'ai dit à l'agent que je ne pouvais pas prendre en Loire un navire qui perdait sa cargaison puisque dans une rivière, on ne peut pas mettre de barrage de manière efficace pour contrôler une pollution. Que se passe-t-il alors? La préfecture maritime de Brest est-elle avertie de tous ces différents messages? C'est elle qu'un navire qui a visiblement de gros problèmes est en route vers les côtes françaises. Et que fait-on pour venir en aide à l'Erika? Dans le cas de l'Erika, jamais le capitaine n'a dit qu'il était en détresse, donc on n'avait aucune raison d'intervenir. Quelle est la différence entre dire qu'on est en détresse et demander au port de venir s'abriter parce qu'on a quelque chose à réparer? Ah ben, c'est pas la même chose, hein. Il y a des règles internationales pour ça, il y a même un code. Alain Richard, le ministre de la Défense, a tenu lui-même à répondre aux critiques, et en particulier à celle de Philippe de Villiers. La marine a régulé l'activité du bateau en fonction des informations qui lui ont été données depuis le bateau et dont la vérification est à la disposition de qui le veut. La marine a donné les instructions qui s'imposaient. Et puisque le député de Villiers, qui a donc une part de responsabilité dans notre République, a cru bon de lancer les accusations, je l'invite publiquement à venir à l'instant, dès qu'il le veut, à la préfecture maritime, où tous les dossiers et tous les enregistrements lui seront ouverts, et je lui demande fermement d'y venir et ensuite de refaire sur le perron de l'Amirauté une déclaration infirmant ou confirmant ce qu'il vient de dire. En mer, il fait nuit noire. À quelle heure le capitaine s'aperçoit-il que du fioul est en train de fuir à travers sa coque? Ce n'est qu'à 6 h du matin qu'il envoie son SOS. Le temps pour les sauveteurs d'arriver, l'Erika se casse en deux. Il est trop tard, seul l'équipage sera sain et sauf. Et en direct de Brest, Olivier Galzi, avec cette question essentielle, quelles sont les prévisions météo? Autrement dit, à quoi doit-on s'attendre dans les heures qui viennent? Écoutez, aujourd'hui, le vent, comme prévu, a tourné à l'ouest, c'est-à-dire qu'il souffle maintenant en direction des côtes. Il a poussé la nappe de pétrole dans la journée de 25 km en direction de l'île Dieu. Mais ce vent n'amène pas seulement le pétrole vers la côte, il amène aussi de la pluie et de la bruine, vous le voyez. Et il n'est pas du tout évident que demain, avec cette pluie et cette bruine, la visibilité et l'état de la mer permettent aux bateaux de travailler et d'essayer leur nouveau système de pompage, si tant est que ces pompes fonctionnent avec ce pétrole très lourd. En ce qui concerne les prévisions à moyen terme, dirons-nous, la préfecture maritime de Brest espère, s'attend à une amélioration de ces conditions dimanche à lundi, mais cela dit tout à l'heure, le préfet nous a fait part de ses doutes. Il a parlé de plusieurs hypothèses météorologiques, certaines étant plus pessimistes que d'autres. Donc de toute façon, il a réaffirmé que quoi qu'il arrive, le pétrole n'arriverait pas aux côtes avant 7 à 8 jours, mais cela, encore une fois, ce n'est qu'une prévision. Et ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que les faits, eux, sont têtus. 5 jours après le naufrage de l'Erika, le pétrole n'a toujours pas été pompé et il continue à dériver au gré des vents et des courants.
Merci Olivier Galzier. Dans l'actualité de ce vendredi, les manifestations à Paris, mais aussi en province, des personnels hospitaliers. Ce mécontentement qui touchait d'abord les établissements parisiens s'étend à Rouen, mais aussi à Montpellier, où les quelques 9000 salariés du CHU ont démarré hier une grève de 48 heures pour dire non à ce budget insuffisant, selon les 3 syndicats FO, CGT et CFDT. Ils se sont retrouvés dans la rue pour un défilé sans incident. Et puis dans la capitale, les hôpitaux en grève continuent à accueillir les patients. Il existe, vous le savez, un service minimum obligatoire. Au-delà de la pure question financière, l'inquiétude du personnel qui n'arrive pas, notamment dans les services d'urgence, à assurer sa fonction comme il le voudrait. L'exemple d'une nuit à l'Hôtel-Dieu, Cyril Deveau, Philippe Deslandes. Qu'il pleuve ou qu'il gèle, l'admission aux urgences se fait ici, au milieu de la circulation. La porte d'entrée de l'hôpital est trop étroite pour le camion des pompiers. 110 entrées par jour en moyenne. À cette période, beaucoup de sans domicile fixe. Il est prostré, il se plaint de maux de tête et puis il me dit qu'il est énervé, mais bon. Non, apparemment non. Le nombre d'admissions a augmenté de 15% en un an. Les effectifs de jour, eux, n'ont presque pas bougé. 2 médecins, 3 internes, 3 infirmières et 2 aides-soignants. Oh là là. C'est assez méchant quand même. Les blessés les moins graves doivent patienter plusieurs heures dans le couloir avant un plâtre ou quelques points de suture. Lorsqu'il y a 130 ou 140 malades dans une journée et que nous avons des effectifs pour prendre en charge bien 100 malades, eh bien les délais s'allongent et nous soignons moins bien. Faire mieux, impossible, nous dit le directeur de l'hôpital. Son budget n'augmente pas. En tant qu'hospitalier, ça nous oblige à chercher à être toujours plus performants pour utiliser au mieux, en fonction des besoins de la population, les moyens que la collectivité nous accorde. Ça veut dire que vous aussi, vous développez la productivité ? Nous aussi, nous cherchons à être mieux organisés et plus performants avec les moyens que nous utilisons. Médecins et infirmières avouent leur épuisement. Ils traitent 40 000 patients par an et aujourd'hui, on leur demande encore plus. Depuis hier, nous avons confirmation que Jacques Chirac, à l'occasion du passage de l'an 2000, va gracier à titre exceptionnel un certain nombre de détenus. Mais pas de confusion, il s'agit d'une grâce et non pas d'une loi d'amnistie. Et ceci ne recoupe donc pas les contraventions. Dorothée Cochard. À circonstances exceptionnelles, grâce exceptionnelle. À partir du 21 décembre, près de 3000 détenus bénéficieront d'une remise de peine semblable à celle du 14 juillet dernier. 7 jours de réduction par mois de détention à purger, le tout plafonné à 4 mois maximum. Mais tous les prisonniers n'y auront pas droit. En sont exclus les auteurs de crimes et délits commis sur des mineurs de moins de 15 ans, les condamnés pour terrorisme et trafic de stupéfiants, ou encore ceux qui ont commis des violences à l'encontre du personnel de prison ou d'agents de la force publique. Et puis la chancellerie a rajouté à cette liste restrictive une nouvelle disposition, les auteurs de crimes contre l'humanité, une mesure qui ne concerne que Maurice Papon. Mais qui dit grâce ne dit pas amnistie. Et c'est là la grosse déception, surtout pour les automobilistes. Jacques Chirac botte en touche, c'est au Premier ministre de décider. Or, Matignon se refuse à toute amnistie. Conséquence, les petites condamnations de tous ordres, y compris les procès-verbaux, seront maintenues. Les supprimer aurait coûté fort cher aux caisses de l'État, plus de 5 milliards de francs. La nouvelle présidente du RPR présente son équipe près de 2 semaines après avoir été élue par les militants. Michèle Alliot-Marie a choisi les membres de la nouvelle direction du parti gaulliste, 8 femmes sur 23, et avec comme secrétaire général une personnalité qui saura rassembler, Adrien Goutéron, sénateur de la Haute-Loire. Carole Comon, Claude Barnier. Le RPR se remet peu à peu en ordre de marche. Près de 15 jours après son élection, Michèle Alliot-Marie a dévoilé ce matin sa nouvelle équipe. Et d'abord, le numéro 2 du mouvement, le sénateur Adrien Goutéron. Président de la commission de contrôle lors du scrutin, il incarnerait la neutralité. Selon lui, les dérapages de la campagne interne pour la présidence du RPR ne laisseront aucune trace. Nous sommes tous des amis. Nous nous connaissons depuis longtemps. Nous avons l'habitude de travailler ensemble. Je ne vois pas pourquoi on ne travaillerait pas ensemble parce qu'on est installé rue de Lille. Je vous présente l'équipe. 2 conseillers, 1 trésorier, 5 délégués généraux et 14 secrétaires nationaux. Beaucoup de têtes connues, mais aussi quelques nouveaux visages. Bref, un dosage subtil destiné à enfin réconcilier le RPR.
Vous remarquerez que toutes les sensibilités du RPR sont représentées, ce qui nous garantit effectivement la richesse de ce que représente le RPR. Encore une fois... Les deux candidats qui avaient rejoint Michel Alliot-Marie entre les deux tours figurent en bonne place. François Fillon, absent ce matin, devient le conseiller politique de la nouvelle présidente. Patrick Devedjian, lui, retrouve son poste de porte-parole du RPR. Une équipe que tous les adversaires d'hier ont choisi de rejoindre avec enthousiasme ou par raison. Je crois que Michel Alliot-Marie bénéficie de l'onction du suffrage universel, il n'y a pas eu photo. Et à ce titre, ce qui est important, c'est d'assurer l'unité du mouvement, de préparer un projet d'alternance et d'être en situation pour les prochaines campagnes électorales. 8 femmes sur un total de 23 membres. Le nouvel organigramme devrait encore être complété en janvier. Au plan économique, que de bonnes nouvelles. Dans la hotte du Père Noël, une croissance bien supérieure à celle annoncée avant l'été, qui pourrait dépasser les 3,5% en l'an 2000. On parle de croissance, mais presque d'expansion, un mot qu'on avait oublié ces dernières années. Yann Franti. Sur ces panneaux d'affichage, les offres d'emploi de la NPE risquent de trouver un public de plus en plus réduit. C'est déjà le cas dans certains secteurs touchés par une pénurie de main-d'œuvre. Aujourd'hui, dans le commerce, la restauration, le bâtiment, les télécommunications, recruter s'avère très difficile et la mission est encore plus compliquée dans l'informatique. Pour vous donner une idée, il y a à peu près 20 000 étudiants qui sortent des écoles d'ingénieurs ou des universités avec un profil informatique. Or, le secteur en lui-même embauche 40 000 à 50 000 par an, dont déjà moitié de jeunes diplômés. Explication, grâce à une croissance en hausse, 2,8% cette année, 3,5% prévu en 2000, le taux de chômage devrait descendre sous la barre symbolique des 10% à la fin de l'année prochaine. Le ministre de l'économie s'y engage. Les Français seront heureux de franchir cette barre des 10%, mais évidemment, et notamment ceux qui sont le plus en difficulté, espéreront que l'on ira au-delà et que le chômage continuera à décroître parce que la croissance se poursuivra. Une reprise qui a permis la création de 420 000 emplois cette année, dont 100 000 emplois jeunes. Des chiffres qui s'expliquent par la bonne santé de l'économie mondiale et des échanges. La France ne devrait d'ailleurs pas être la seule à en profiter. Bruxelles prévoit que l'Europe pourrait devancer les États-Unis avec une croissance de 3% dans la zone euro. Et Lionel Jospin au Japon n'est pas peu fier du modèle économique français. Il en a vanté tous les mérites. La réussite Made in France, Jeff Wittenberg, Jacques Capriélan. Lionel Jospin n'était jamais venu au Japon. Il voulait donc le découvrir, mais il voulait également s'y faire connaître. Rien ni personne n'a donc été oublié dans l'agenda serré du Premier ministre. Ni l'empereur Akihito, ni les chefs d'entreprise, ni les décideurs, ni les médias. En 48 heures, Lionel Jospin aura beaucoup salué et pas mal trinqué. Le Japon, longtemps cité en modèle économique, est aujourd'hui en récession. Le chômage, jusque-là quasi nul, se développe au moment même où il tente à régresser en Europe et notamment en France. Les temps changent décidément. Aujourd'hui, ce sont des entreprises françaises qui marquent des points au Japon. Lionel Jospin est d'ailleurs venu ici avec une dizaine de patrons, même si c'est surtout une entreprise, Renault, qui a changé la donne. L'alliance avec Nissan a multiplié par 6 les investissements français au Japon, et ce n'est sans doute pas fini. Un certain nombre de grands groupes ont déjà profité de l'opportunité, et vous verrez dans les prochaines semaines et prochains mois beaucoup d'annonces allant dans le sens d'une prise de position de grandes entreprises françaises au Japon. L'image de la France, ses résultats économiques, Lionel Jospin en a fait une sorte de carte de visite. C'est de Tokyo qu'il annonce la croissance prévue pour l'an 2000 autour de 3%. C'est même d'ici qu'il relève une autre performance. Cette année, en France, celle qui s'est écoulée, a été l'année où il y a eu le moins de jours de travail perdus pour faire de grève depuis 50 ans. 5 décennies. Le Premier ministre est donc venu vendre la France et ses entreprises, un exercice que pratique et qu'affectionne le président de la République. Lionel Jospin est venu le faire au Japon, un pays qui, on le sait, est cher à Jacques Chirac. Bref, si entre les deux hommes, la compétition officielle n'est pas encore ouverte, il y a de plus en plus de coïncidences dans les agendas. Les bombardements se poursuivent en Tchétchénie. La capitale a été une nouvelle fois la cible des tirs d'artillerie de l'armée russe. Une ville assiégée où se terrent ceux qui n'ont eu ni la force ni la capacité de fuir. Alors que le président de l'OSCE à Berlin témoignait devant le G8 de l'horrible réalité de la guerre en Tchétchénie. Gilles Rabin. Alors qu'elle dément toujours avoir perdu une trentaine de blindés et 115 hommes mercredi soir dans le centre de Grozny, l'armée russe a réussi à couper la dernière route encore libre, celle qui mène en Géorgie.
Grozny est complètement encerclé et coupé de tout renfort. L'état d'esprit de l'armée est au plus haut. Mais la ville encerclée résiste toujours. Notre armée est engagée, maintenant elle doit gagner. Sinon ce n'est plus une armée. On a eu la honte de la défaite déjà une fois. Il faut qu'on gagne. L'armée russe est décidée à gagner, quel qu'en soit le prix, pour les Tchétchènes. C'est pas une guerre, c'est un cauchemar. C'est pas ça la guerre. Moi j'étais là en 1944. Ils ne tuaient pas les enfants, ils ne détruisaient pas les maisons, ils ne volaient pas tout ce qu'ils pouvaient voler. C'est ce qu'ils font maintenant. Selon un journaliste tchèque, l'un des rares présents dans Grozny, une deuxième unité de l'armée russe aurait été décimée à l'est de la ville. Il a pu voir une centaine de soldats tués. Les couloirs humanitaires sont en permanence sous le feu des canons. Ils sont infranchissables pour les civils. Des centaines d'habitants de la ville assiégée sont devenus à moitié fous. De nouveaux massacres en Algérie. 15 personnes ont été assassinées hier soir à 40 km à l'ouest d'Alger. Un groupe armé s'en est pris à des fidèles qui sortaient de la mosquée alors qu'a commencé il y a quelques jours le Ramadan. C'est lundi prochain que se déroulera la rétrocession à la Chine de Macao. Cette enclave administrée par le Portugal reviendra à la Chine populaire. Le président Jiang Zemin devrait arriver dès dimanche pour ces cérémonies qui marqueront la fin de 442 ans de présence portugaise à Macao. Nos envoyés spéciaux Isabelle Béchler, Tristan Lebras. Le coucher de soleil sur Macao, c'était superbe. Mais maintenant, on ne voit plus rien. Trop d'immeubles, trop de climatiseurs. C'est le progrès. La nostalgie va bien à Enrique de Sena Fernandes. Les livres de l'ancien avocat en sont pleins. Il chante Macao et son particularisme sur tous les tons. Ce microclimat est fait de métissage, d'une rencontre intime entre l'Orient et le monde latin. J'ai du sang chinois, du sang portugais, du sang indien, de Goa. J'ai même un ancêtre français, paraît-il. Un Hollandais aussi. Une de nos plus grandes qualités ici, à cause de ce métissage, de ce mode de vie où des cultures s'interpénètrent, c'est la tolérance. Voilà un Macanais type. Enrique représente avec une grande truculence les 5% de métis dans ce territoire de 450 000 habitants. Lui et sa famille ont un passeport portugais de plein droit, de même que 100 000 Chinois nés à Macao. Cette presqu'île portugaise, mais si chinoise, risque bien de se faire happer par le continent chinois voisin après la rétrocession, et les Macanais perdront alors leurs privilèges, comme les 3000 Portugais qui vivent encore là. Car le petit peuple de Macao est chinois. Les 2 tiers au moins de la population sont des immigrés récents. Pour eux, le baroque portugais n'est qu'un élément de décor. Pour les lusophones, il est un patrimoine indélébile. Vous voyez tout ce Portugal là, partout dans les rues, ça va pas être facile à effacer. Tous ceux d'entre nous qui veulent rester devront apprendre le chinois. Ça, c'est vraiment vital. La culture portugaise va disparaître, car notre présence en termes de population est marginale. Bien que des institutions coloniales comme le club militaire ne soient pas menacées, les Portugais et les Macanais se sentent abandonnés par Lisbonne et leur avenir à Macao est incertain. Le Portugal a fait passer ses intérêts nationaux avant notre sort. Il nous a bradés. Il ne voit la Chine que comme un immense marché. Il n'est pas question que je rentre un jour si c'est pour me retrouver citoyen de seconde zone. Enrique de Sena Fernandes prend le parti de jouir de chaque instant de son Macao. Mais il y a fort à parier que son fils, expatrié depuis quelques années pour ses études, aura bien du mal à rentrer du Canada. Au Venezuela, ces terribles inondations après 2 semaines de pluie torrentielle, un bilan très lourd, des dizaines de milliers de sinistrés, des centaines de disparus, une véritable catastrophe nationale. L'état d'urgence a été décrété. Frédéric Vian. La mer des Caraïbes sur la côte nord du Venezuela a pris des airs d'apocalypse. Dans l'état de Vargas, à l'est de la capitale, cela fait maintenant 12 jours que la pluie tombe sans discontinu. Des pluies diluviennes qui ont transformé les rues en torrents d'eau boueuse. Dans cette région, 25 000 réfugiés s'entassent dans les gymnases et les bâtiments publics. Les disparus, eux,
se comptent par centaines. Les victimes sont sûrement très nombreuses. On nous en signale de tous les côtés. Toutes les rivières débordent. Dans ma ville de La Guaira, au moins 150 maisons sont détruites et nous sommes complètement isolés. C'est un désastre. Et comme toujours, ceux qui souffrent le plus de ces intempéries, ce sont les plus démunis. Certains bidonvilles perchés sur des collines ont été complètement emportés par des glissements de terrain. Et dans les quartiers les plus pauvres, plusieurs milliers de maisons se sont écroulées. Des familles entières ont été ensevelies sous la boue. Et dans la seule capitale, on compte déjà au moins 100 morts. Quant aux sinistrés, il serait plus de 40 000 selon le président Hugo Chavez, près de 100 000 selon certains journaux. Dans la nuit, l'aide internationale a commencé à arriver, notamment des États-Unis et d'Espagne, afin de secourir ceux qui peuvent l'être encore. En France, dans les Hautes-Alpes, après l'accident d'hélicoptère de mercredi, il n'y a plus d'espoir de retrouver aucun survivant. Aujourd'hui, les 2 derniers corps ont été localisés. Les opérations de secours menées toute la journée par des gendarmes appuyés par 2 hélicoptères ont donc été menées à bien et la dernière victime a été retrouvée en fin de soirée. Nouveau développement dans l'affaire de ce suspect qui aurait commis 2 crimes dans des trains de nuit. L'homme n'a pas été retrouvé, mais en revanche, on a découvert le cadavre d'une jeune femme dans un immeuble d'Amiens où avait séjourné celui dont le portrait robot a été diffusé. Le corps se trouvait sous un tas de charbon dans une cave d'un immeuble délabré. J'en viens maintenant à ces affaires financières où l'on reparle des paradis fiscaux. Ces 2 derniers jours, une enquête parlementaire française s'est rendue à Monaco. Des députés qui ont cherché à savoir si la principauté était une plaque tournante de l'argent sale. Olivier Caroff, Olivier Journia. 30 000 habitants, 65 banques, 300 milliards de francs à gérer chaque année. À Monaco, ce sont les données de base du problème du blanchiment de l'argent sale. Ce problème, 2 députés français sont venus le poser en pleine principauté. Chargés d'une mission d'information, ils font le tour des paradis fiscaux européens. Temps fort de leur visite à Monaco, un face-à-face avec les banques. Bonjour monsieur, excusez notre retard. C'est chez monsieur le ministre d'État. Officiellement, ici, on lutte activement contre le blanchiment. Si j'arrive avec une manette de 5 millions de dollars et que je vous demande d'ouvrir un compte à Monaco, vous me claquez la porte au nez. Oui, complètement, vous avez tout à fait raison. Je crois que c'est vraiment le genre de chose qui n'a pas cours en principauté. Notre valise d'argent sale n'aurait donc aucune chance de franchir un jour la porte de ces établissements. Depuis 6 ans, les banques de Monaco doivent en effet déclarer tout soupçon à un organisme de contrôle. Elles ont assuré les députés qu'elles le faisaient systématiquement. Ont-elles menti par omission? Il y a quelques semaines, de l'argent sale est bien entré à Monaco. De l'argent liquide déposé par un ressortissant italien, cela les banques ne l'avaient pas dit aux députés. C'est du dépôt de lire, donc de numéraire, directement sur un compte. Simplement, des valises de billets. Ce qui est intéressant, pour des montants dont nous savons juste qu'ils sont un peu inférieurs aux 4 millions de dollars évoqués, mais quand même importants, et dont je reprécise que la banque les a acceptés. La banque les a acceptés, n'a pas fait ce qui est le minimum, une déclaration au SICFIN local, c'est-à-dire au service spécialisé, alors que c'est dans toutes les obligations. Les responsables politiques, comme ici le président de l'Assemblée monégasque, promettent eux de lutter contre le blanchiment. Avant lui, certains élus avaient tenté de le faire. Cette lettre date de 1994, un an seulement après le vote des lois locales contre l'argent sale. Des membres du Parlement de Monaco dénonçaient des arnaques commises au casino. Ils demandaient qu'on vérifie s'il n'y avait pas de blanchiment d'argent. Aujourd'hui, aucun des signataires de cette lettre n'a pu ou voulu retrouver son siège. Blanchiment, le mot est-il tabou à Monaco? La mission parlementaire française aura au moins malmené le discours officiel, celui d'un îlot discret et sûr, qui n'attire que les fortunes honnêtement acquises. La disparition de celui qui a fait aimer la montagne à plusieurs générations. Frison Roche est décédé la nuit dernière à Chamonix. Lionel Jospin, évoquant l'auteur de Premier de cordée, parle du formidable exemple de courage et de maîtrise de soi. Journaliste, écrivain, le plus célèbre des guides de Chamonix, dont l'image se confond avec les grands espaces, s'est éteint peu avant le passage à l'an 2000, une ultime étape qu'il souhaitait atteindre. Françoise Roy. Anonyme, sous la neige, le vieux montagnard arpente les rues de Chamonix, la ville qu'il avait adoptée il y a 70 ans. Roger Frison-Roche allait chaque matin prendre son café au Cheval Rouge. C'est une figure, quoi. C'est la légende de Chamonix.
Et c'est vrai que pour moi c'était un mythe, quoi. C'était un dieu de la montagne. C'est une montagne qui s'écroule. Ça, je veux dire, il était là, il est rentré à la compagnie à l'époque de mon grand-père, il était encore là, il discutait il y a quelques jours avec mes enfants, donc voilà, c'est un personnage qui a traversé toute l'histoire de l'alpinisme. Écrivain, journaliste, voyageur, il était avant tout guide de haute montagne. Son premier livre, premier de cordée, 4 millions d'exemplaires, un best-seller qui raconte la vie très rude des guides et suscitera bien d'évocations. Frison était un grand alpiniste, il avait choisi de gravir la montagne, de toujours tenter l'impossible, un choix de vie. Être guide, c'est donner au point de tout sacrifier. Il avait créé la première école d'escalade au Gaillan, mais l'homme avait un regret. On a tué le rêve. Regardez, on a fait l'Everest. Quelle erreur. Il paraît d'ailleurs qu'à la fin... C'est le plus haut sommet du monde maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on n'a plus rien pour rêver. Si, évidemment, on a notre montagne spirituelle, hein, mais... 1932, premier pas dans le journalisme, il crée la première radio en direct du toit de l'Europe. 1937, autre passion, il raconte dans l'Appel du Hogar une magnifique histoire d'endurance. 1942, c'est sur le front tunisien qu'il devient correspondant de guerre. Prisonnier des Allemands, il fausse compagnie à ses geôliers et rejoint les maquis savoyards. Cet automne encore, toujours souriant, toujours élégant, le regard malicieux, mais sans son vieux piolet, il marchait seul sur les sentiers rocailleux. Il regrettait les longues marches d'approche, les nuits de bivouac et la montagne immense. Ce soir, l'adorable homme des neiges a regagné son ultime refuge sur le versant du soleil. La voiture du siècle sera désignée demain par un jury international à Las Vegas. Une tâche difficile pour déterminer laquelle de ces 4 roues légendaires a marqué son temps. Luc Bazizin. Toutes ces voitures méritent le titre de voiture du siècle, mais une seule sera couronnée. Nous les avons regroupées ici dans l'ancien site industriel de Renault à Boulogne-Billancourt. Réunies pour une photo de famille regroupant la Ford T de 1908, la Jeep Willys du débarquement, la Mercedes 300 SL Papillon, les Jaguar, l'Espace Renault, la Porsche 911, la Ford Mustang, la Mini et 3 Citroën, la Traction, la 2 chevaux et la DS. Cet homme fait partie des 132 journalistes automobiles répartis sur la planète qui vont élire la gagnante. La coccinelle semble bien placée, la plus vendue dans le monde avec 22 millions d'exemplaires. Cette voiture du peuple avait été commandée par Hitler à la veille de la guerre. Mais dans ce livre d'histoire un peu particulier, certains modèles font rêver plus que d'autres, même si leurs chances d'être élus ont déjà disparu, comme par exemple cette Mercedes 300 SL Papillon. C'est une voiture de légende. C'est la première fois qu'un constructeur européen non italien soit allé taquiner les Ferrari. Et en plus avec une voiture originale. Originale par sa carrosserie qui avait des portes papillons se levant au lieu de s'ouvrir sur les côtés. Les Jaguar XK, c'est le mariage de la voiture de sport et de la classe britannique avec de très belles lignes, des chromes superbes. L'habitacle est bordé d'un bourrelet qui permet de conduire le coude à la portière lorsqu'on ne roule pas très vite. Demain, une seule sortira de l'ombre. Après sélection, 5 finalistes se disputent maintenant le titre suprême. Parmi celles-là, une seule voiture française, la DS Citroën. À quelques jours des fêtes de Noël, cette opération plutôt inédite, celle d'une douzaine de commerçants de Lille qui n'ont pas hésité à enlever le bas pour ce calendrier destiné à leurs clients. Ces photos qui ne manquent ni d'audace ni d'humour font un véritable succès. En guise de feuilles de vigne, le clin d'œil du boucher de la boulangère que l'on compterait tous les jours. À Nemours, Dominique Mas. Oh ben c'est des bons hommes, hein. Moi je ne suis pas comme les gars qui cherchent des pin-ups, c'est des hommes comme ils sont. Et qui n'ont pas peur de se montrer avec leurs défauts, avec leurs... C'est touchant finalement comme démarche, je trouve. Rue de la Monnaie, une des rues les plus chics de Lille, bourgeoisie et grand style. Mais depuis quelques jours, une fièvre inhabituelle s'est emparée du quartier. Que ce soit Fred ou Gilberto, etc., je me disais, si je pouvais les voir autrement. Enfin, je les vois comme ça. Eh ben, c'est sensationnel, je suis ravie. J'ai 74 ans. Hein. Et quand je vais montrer ça à mes petites filles, elles vont vouloir me le chipper, mais je ne le donne pas. Non, 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 non. Pas question de chipper ce calendrier. Comme le coiffeur, 12 commerçants de la rue ont décidé de poser nus. Ils dévoilent leurs attributs naturels, mais aussi professionnels. L'épicier pourvu d'un jambon dodu, le pâtissier immortalisé avec un gâteau au chocolat. Quant au buraliste...
Alors moi je suis le mois d'avril, parce que c'est bien connu, au mois d'avril ne te découvre pas d'un film. Et effectivement, aujourd'hui avec la sortie du calendrier, je m'aperçois que je suis encore un petit peu trop couvert. Vous n'êtes pas un peu jalouse quand vous voyez que maintenant les femmes regardent votre mari un peu différemment? Non, 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 pas du tout, ça m'amuse. Je m'amuse de le voir un petit peu gêné et un petit peu... Je trouve ça très... Non, c'est sympa, c'est marrant. Au départ, juste une blague entre amis. Le calendrier ne sera jamais aussi célèbre que cette peinture de Michel-Ange, mais foi de commerçant, jamais on n'a autant parlé du quartier. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres. Les risques de marée noire, les opérations de pompage prennent du retard alors que les nappes continuent de dériver vers Belle-Île et l'Île-Dieu. Le préfet de Charente-Maritime a été nommé pour coordonner sur terre le plan Polmar. La disparition de l'alpiniste écrivain Frison Roche à l'âge de 93 ans, celui qui a fait aimer la montagne à 5 générations avec premier de cordée, s'est éteint la nuit dernière. Ses obsèques auront lieu à Chamonix mardi prochain. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice, 20h55 et Laetitia Casta, une île de beauté, une très belle émission à ne pas manquer, 0h35 le dernier journal Ève Mété, demain à 7h dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit Virginie Lemoine, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h, je vous remercie de votre attention, excellente fin de soirée sur France 2.